Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Alors, comme toujours, je serai votre animatrice Audrey et bien entendu, vous l'aurez deviné, je suis avec ma très chère partner Catherine. Comment ça va? Allô, ça va bien? Je suis contente d'être de retour. Parce que les gens ne le savent pas à la maison. Mais là, ils savent parce que, je veux dire, dans le dernier épisode, on a dit qu'il y a une tempête de neige, puis là, c'est la canicule de mai. Fait qu'ils comprennent que ça fait un bout qu'on n'avait pas enregistré. T'es en petite camisole, puis moi en robe soleil, fait que... Oui, c'est ça. C'est que il fait chaud. Je suis bien dans mon sous-sol parce que ça fait moins chaud. Ouais, il y a des gens qui nous ont écrit sur Instagram parce que l'épisode de Lucien Rivard est sorti hier, puis tout le monde faisait des blagues de « Il y a une grosse tempête dehors », puis là, les gens de la francophonie sont vraiment concerned qu'au Québec, au mois de mai, on a eu une grosse tempête de neige. Ouais, non, c'est ça, on devrait spécifier comme, tu sais, comme le téléjournal de Pierre Bruno, oui. Là. Bonjour, nous sommes le 15 mai 2022. J'allais dire le 15 janvier, mon Dieu. Je suis mélangée. Mais non, malheureusement, Catherine et moi, on a des vies un petit peu occupées, alors on se donne rendez-vous, puis on enregistre des épisodes, puis après, on les monte. Fait que c'est toujours un petit peu décalé, notre affaire. C'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est juste parce que c'est comme ça que nos horaires fonctionnent. C'est la manière la plus simple pour nous de faire ça. Puis ça permet de dealer avec les imprévus aussi, comme ça, on a des épisodes en backup si jamais il arrive quelque chose. C'est ça. Fait que ça fait que vous nous écrivez, puis vous nous dites « Et travaillez là-dessus », puis là, on fait la recherche, puis on enregistre l'épisode, puis après ça, l'épisode sort 3 mois après, puis vous avez oublié que vous nous avez recommandé de travailler sur quelque chose. Fait que c'est toujours une belle surprise. C'est comme « Surprise! On vous avait pas oublié! » Haha! Yeah! Mais inquiétez-vous on pas, vous écoute! Si vous nous faites des suggestions, on a un beau spreadsheet Excel où est-ce que toutes vos recommandations sont notées, même les noms des gens qui nous l'ont recommandé sont notés, fait qu'on peut même vous remercier en ondes, alors gênez-vous pas, même si on va vous avouer, il y a beaucoup de choses sur le spreadsheet. Honnêtement, on y va au feeling, Catherine et moi, quand on file un mauvais coton, on prend des cas un petit peu plus légers. Quand on se sent un peu plus daring, on va prendre des cas un peu plus heavy. Mais inquiétez-vous pas, on va get around de faire vos suggestions. Oui, c'est ça. Ça dépend de notre mood. Puis ça dépend de aussi... Il y a beaucoup de gens qui nous conseillent des affaires. OK? Des meurtres et des disparitions non résolues. Puis là, on veut juste expliquer qu'on aime bien ça, nous autres avec, on trouve ça bien intéressant. Mais on veut pas couvrir ça. Parce que, souvent, il n'y a pas grand-chose qui est sorti comme information. Puis, ben là, on va dire, premièrement, on n'est pas capable d'en trouver plus. Puis même si on était capable, on voudrait pas empiéter sur le travail des autorités. Puis comme, parler, tu sais, dire des affaires en ondes qu'on a tirées, mettons, d'un blog, mais qui sont pas nécessairement connues du public at large, puis là, brûler une piste dans une enquête ou, tu sais, gâcher un punch, parce que des fois, la police garde des informations pour eux très proches de leur veste pour pouvoir, comme, interroger des suspects. Fait qu'on veut pas empiéter là-dessus, puis c'est juste pour ça qu'on s'attarde pas à ces cas-là, mais on vous remercie beaucoup, puis peut-être qu'à un moment donné, on va faire un spécial personnes disparues, que moi j'aimerais ça à un moment donné justement faire ça en bloc, là, puis parler de David Fortin, puis parler de Julie Surprenant, puis tout ça, parce que moi je trouve que c'est des cas qui sont vraiment intéressants, mais j'ai pas l'impression d'être la meilleure personne pour apporter quelque chose de nouveau à ça, fait que c'est juste pour cette raison-là que on les aborde pas en ondes. Mais dites-vous que... C'est pas parce qu'on vous aime pas. Quand ça va être résolu, ça va changer de place dans le spreadsheet, tout simplement. Oui, effectivement. Mais là, aujourd'hui, j'ai un café à vous recommander, parce que là, on vient de vivre une canicule. Alors, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous recommander ce produit, parce que oui, c'est plus un produit qu'un café en tant que tel. Alors, le café que j'aimerais vous recommander aujourd'hui, comme vous savez, Catherine et moi, on est des fans finis du Mazagran. On vous a donné la recette l'année passée, si je me trompe pas. Ouais. Et c'est, en gros, un café avec du citron et du sucre. Ouais. C'est super rafraîchissant l'été quand il fait un petit peu trop chaud pour boire un café de manière traditionnelle
Mais maintenant, si ça vous le tente pas d'aller prendre une marche jusque chez Métro pour vous acheter des citrons, parce que, tu sais, avec l'inflation, là, les citrons, c'est rendu cher. Ah! Alors, si ça vous le tente pas de presser des citrons, de vous ramasser avec du jus de citron dans les yeux, ça fait mal, vous pouvez tout simplement vous rendre chez Café Paquebot sur la rue Bélanger à Montréal et vous procurer le Café Limo, qui est un café mélangé avec de la limonade, donc du cold brew mélangé avec de la limonade, et c'est déjà en canette, c'est déjà prêt à être dégusté sur une terrasse, dans un parc, où vous voulez. Je pense c'est aussi disponible si vous voulez commander sur leur site internet, donc le site internet de Paquebot Café. Oui, c'est Mégane qui nous a fait découvrir ce produit-là. Mégane n'est pas là physiquement avec nous aujourd'hui, mais elle est là en esprit et dans nos cœurs. Alors, mais en gros, vous pouvez commander sur Internet. J'ai cru voir sur le site Internet de Paquebot que ça serait bientôt disponible en épicerie aussi. Donc, gardez les yeux ouverts pour ça. Mais sinon, commandez sur Internet, tout simplement. Ou aller prendre une petite marche chez Paquebot Café. Et encore une fois, c'est Mégane qui nous a fait découvrir ce produit-là. Oui. Mais non, pour vrai, c'est un excellent produit. Ça goûte... si on a des fans du thé glacé Nesté, dites-vous que ça goûte à peu près la même chose, mais avec un goût plus de café. Donc, plus prononcé comme le cold brew. Puis vraiment, c'est super rafraîchissant. On vous le recommande. Alors, c'est le Café Limo par Paquebot Café, disponible en ligne et directement sur place chez Paquebot Café et peut-être bientôt en épicerie. Gardez les yeux ouverts. Puis là, vous vous demandez probablement, est-ce que la compagnie a écouté notre podcast et s'est inspirée de notre recommandation de Mazagran? Et à ça, je peux répondre, on le sait pas, mais c'est possible. Non, mais je pense qu'on est des influenceuses. Influenceurs du café. Je pense que c'est là qu'on est rendu dans la sphère médiatique. Voilà. Ça y est. Voilà. Ça y est. On est rendu là. On influence les trends de café, là. Nous autres, on vous dit après le cold brew, là. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu après comme mode, après le cold brew. Mais là, maintenant, la nouvelle mode, ça va être le Mazagran Fancy. Limonade café. Fuck you, Arnold Palmer. Tu pourras censurer ça. Mais c'est vrai qu'on est rendu avec plusieurs cafés à Montréal maintenant qui offrent l'option cold brew mélangée avec de la limonade. Bon! Fait que ça va être quoi la prochaine mode de café? On vous le demande, hein? Fait que si vous voulez nous écrire avec des idées, là, peut-être ça va être le café aux œufs, genre dans une couple d'années. Ouais, mais ça va... trucs vietnamiens, là. Ça va plus sortir l'hiver, je pense. Non. Ah oui. Mais là, il y a un trend sur TikTok avec lequel je suis pas d'accord. Les gens qui mettent un shot d'espresso dans un verre de jus d'orange, c'est non. Essayez pas de me convaincre que ça goûte les oranges Terry's, je veux rien savoir, non. Mais y a-tu des trends sur TikTok qui en valent la peine? C'est ça la question que je me pose, je suis sceptique! Je suis sceptique! Ben, il y avait des pâtes au fromage feta et tomates cerises, c'était très bon. Ah oui, quand tout le monde capotait sur faut que tu mettes toutes tes pâtes, toutes tes affaires de pâtes dans un pan, comme ça tu fais juste salir un pan. Puis tu manges des pâtes avec des tomates cerises comme Babine dans District 31. Ah! Mais avec du feta, c'est vrai que c'est meilleur. Mais avec du feta, le added feta. Ok, parfait. On va leur donner le bénéfice du doute. Et là, avant qu'on vous annonce quel crime on va discuter aujourd'hui, Catherine. Comme a brillamment dit Mégane, c'est dans le titre de l'épisode, puis ils le savent. Exactement. Une chance qu'on a Mégane. Pour nous faire réaliser ça après 50 épisodes. Ouais. Les filles, c'est pas de surprise. Mais là, Catherine, tu avais une annonce pour nos auditoristes. Oui. Alors, je vais te donner toute la plateforme et me tasser parce que c'est vraiment une belle annonce. Yeah! Je sais pas comment faire cette annonce. Okay, la raison pour laquelle on n'a pas enregistré depuis le mois de mars, quand il y avait une tempête de neige, c'est que il y a 3 semaines et quelques, j'ai eu un bébé. Donc, je vous avais, chers auditeurs, chères auditrices, caché ma grossesse depuis le début. Parce que j'étais ben stressée. Et je voulais pas jinxer rien. Mais c'est pas de même ça marche. C'est pas parce que tu parles de quelque chose que ça se passe mal, tu sais. Mais j'ai préféré ne pas en parler pour que ça se passe bien. Et tout s'est bien passé. Donc là, ça me confirme qu'il faut jamais que je parle de rien. Puis ça va bien se passer. Et voilà. Non, c'est pas ça du tout que ça me confirme. Mais c'est ça, il y a 3 semaines, j'ai eu un petit bébé. Et c'est ça, je vais en reparler à la fin de cet épisode, de cette belle aventure. Je sais que c'est ça, les filles de Crime de Ben aussi ont eu des enfants cette année, puis c'est ça, moi j'étais pas nécessairement à l'aise de médiatiser ça plus qu'il faut, mais là maintenant, le petit bébé il est sorti,
Et tout s'est super bien passé, le petit bébé et la maman qui est moi. Nous sommes en santé et nous ne dormons pas beaucoup, mais nous sommes heureux. Ben, le bébé, il dort. Moi, c'est moi qui dors pas. Parce qu'il faut que je me lève pour l'allaiter. Et moi, je peux confirmer que c'est le plus beau des bébés. Il est vraiment cute. Il est vraiment très cute et présentement, son père s'occupe de lui comme un bon parent. Oui. Pendant que moi, j'enregistre cet épisode. Merci, Kevin! Oui, merci beaucoup. Oui, il est très cute. Un jour, il va boire du café. Pour l'instant, il en boit dans mon lait maternel. C'est déjà pas pire! Un jour, un jour. Alors, Un jour. sur cette annonce remplie de joie et de bonheur et de toute Yay! cute, Yay! Catherine, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Oh my god! Ok, fait que là, c'est ça, là. Là, les derniers mois, là, pour vous conter ma vie, moi, j'étais en arrêt de travail depuis janvier, parce que, justement, j'enseigne dans un cégep, puis là, quand la session d'hiver a recommencé en janvier, les ressources humaines à mon collège m'ont dit « T'es enceinte de 7 mois, tu devrais être chez vous à te reposer, puis limiter tes contacts avec le monde à cause d'Omicron. » Bon. Fait que j'étais chez nous, avec rien à faire, à part faire du montage et écrire des cas, et là, je vous ai écrit plein d'affaires. Et c'est plein de cas que je n'ai pas relus depuis des mois et qui sont tous écrits et prêts, puis je m'en rappelle même plus, fait que je vais les découvrir en même temps que vous. Mais je me souviens avoir fait la recherche pour ça et j'ai pas tout oublié, je suis pas complètement tweet. Fait que là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un vol inusité. Ça nous a été recommandé par Emma, qu'on remercie. Merci beaucoup, Emma. J'avais entendu parler de cette histoire-là et le courriel d'Emma qui nous l'a recommandé est arrivé en même temps que j'avais comme découvert cette histoire-là. Je me disais, mon Dieu, c'est un signe, il faut absolument que je parle de ça. C'est un signe. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le vol du cœur du frère André à l'Oratoire Saint-Joseph. Oh, il s'est fait voler En son 1960. cœur. Il s'est fait voler son cœur en 1973, mais il était plus dans son chest, il était dans un pot. Je vais Un pot maçon. un joli pot maçon à l'Oratoire avec des confitures à côté. Non, mais je vais tout vous conter ça. Donc, le vol du cœur du frère André dans le musée de l'Oratoire Saint-Joseph, ce sera pas, à mon avis, ce sera pas un cas très long, parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, pour faire un petit peu de remplissage, tu sais, mais aussi pour que ce soit comme compréhensible, cette histoire-là, puis parce que j'aime beaucoup l'histoire, vous le savez à ce stade-ci. Je vais aussi vous expliquer c'est qui le frère André, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, puis c'est quoi l'Oratoire Saint-Joseph, pour le monde qui ne sait pas c'est quoi l'Oratoire Saint-Joseph. Spoiler alert, c'est beau. Voilà. Je trouve ça assez beau, ce building-là. C'est proche de chez vous! Oui, c'est proche de chez nous. On le voit de chez nous. C'est incroyable. Alors, est-ce que j'habite sur la rue Summit Crescent, dans les grosses maisons de Westmount? Peut-être! Mais en tout cas, je vois l'Oratoire. Peut-être. Bon. Catherine, elle voit l'Oratoire et moi, j'ai le bonheur infini de voir le pont Jacques-Cartier. Moi, c'est un peu plus joyeux. Oui. Ouais. Hey, come on, il y a un show de lumière sur le pont Jacques-Cartier. C'est vrai, mais je faisais plus référence à ton C'est cas malade. terrible du pont Jean-Cartier de la dernière fois. Ouais. Ouais. Mais Ça m'a un peu gâché, le pont Jacques-Cartier. fait que là, mes sources. Un reportage de René Ferron qui est disponible sur YouTube et qui dure une durée absolument incroyable de 10 minutes. Donc, tu sais, quand je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, ben, c'est ça, ça durait 10 minutes, tout le reportage, voilà. Il y avait un article du Devoir, il y avait un article de TVA Nouvelles, un article du Journal de Montréal, une couple d'articles de Radio-Can et une entrevue de Claude Poirier sur les ondes. Parce que Claude Poirier, il y a rapport avec cette histoire-là, 10-4. Que serait ce podcast sans Claude Poirier et Daniel Brou? Je me le demande, sérieusement. Mais je l'aime d'amour, Claude Poirier, là, sérieusement. Je sais pas pourquoi il a fait autant. C'est pas une entrevue sur... Oui, c'est une entrevue sur Radio-Can, mais il a aussi fait des entrevues au 98.5, Claude Poirier, pour parler de comme des cas célèbres et tout, dont le cas, moi j'avais écouté son entrevue par rapport au cas du pont Jean-Cartier, puis mon Dieu, je l'aime cet homme-là, il a l'air d'une bonne personne, je sais pas. Si vous connaissez des mauvaises histoires sur Claude Poirier, vous voulez péter ma bulle, écrivez-nous, unpeudcrime@gmail.com. Donc, il a été joué par Frédéric de Grandpré dans Le Négociateur. C'est pas une mauvaise chose, ça. ça le fait pas baisser dans mon estime. C'est pas de la faute à Claude Poirier, un martini pour Noël, là. Non, effectivement, il avait pas choisi ça. Il a sûrement pas choisi c'est qui le jouait non plus. Voilà. Je sais pas. On peut pas tous être joués par Babine comme Éric Asselin. Hein? On peut pas tous être joués par François Arnaud. Non plus. Quelle fleur on t'a fait, Vincent Lacroix? Claude Poirier joué par François Arnaud, ça serait malade. Ça aurait été incroyable. Ce
Ce serait très malade. Mais j'ai aucune idée de quoi il avait l'air Claude Poirier quand il était jeune, fait que je sais pas trop. J'imagine juste un vieux monsieur aujourd'hui. Donc, Je suis sûre qu'il y avait je suis sûre qu'il y avait quand même la clope au bec. c'est certain. Disquette. Dans ma tête, il est tout petit en plus, comme un hobbit. Donc, on commence. On commence. On va mettre un peu de crème dans vos cafés. Un peu de vol de reliques dans le café. Yeah. Attention, il y a peut-être quelque chose dans le fond de votre café, là. Alors, ça commence le 16 mars 1973. C'est une journée tout à fait normale à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. L'Oratoire, pour ceux et celles qui seraient pas familiers et familières, c'est un établissement de culte qui se situe sur le chemin Queen Mary à Montréal, sur le versant nord-ouest du Mont-Royal. Fait que l'Oratoire, c'est une maudite grosse église. Qu'on monte à genoux. C'est une bonne description quand même. Oui, tu le montes à genoux si t'as des choses à demander au bon Dieu. Sinon, tu peux le monter debout, là. Ah oui. Correct. Puis t'es pas obligé de monter ses marches non plus. Si tu veux que le bon Dieu te donne un job, Oui, c'est ça! il faut que tu montes à genoux. Exactement! Bon Dieu, C'est ça que les colocs ont fait. Oui, c'est sûr. Mais là, présentement, vous pouvez pas, juste pour l'anecdote, là, c'est ça, on est le 15 mai, là, puis je suis passée devant l'oratoire il y a 3 jours pour aller au rendez-vous de pédiatrie de mon bébé. Puis, j'ai vu qu'il y avait plus de marche en avant, fait que vous pouvez pas monter à genoux présentement. Ils sont en train de les refaire! Ok, j'étais comme faut escalader. Ah! Non, mais tu montes, mais c'est encore pire parce que tu montes sur le chemin en pente du stationnement, fait que c'est juste comme une route en asphalte, mais c'est vraiment en pente. Ok. Bon, donc l'oratoire est un lieu de culte, c'est un des joyaux religieux de la métropole, avec l'église sur Papineau où est-ce que c'est écrit « Le salaire de ton péché, c'est l'enfer ». Ça aussi, c'est oui. probablement un joyau religieux. Toutes les fois que je vais chez mes parents, je passe en avant, puis je suis comme « J'avoue ». Oui, c'est... Ouais, c'est à sont brillantes. Non, mais elles sont brillantes d'avoir pensé à ça. C'est ma façon de l'expliquer. Donc, je vais vous décrire l'oratoire si vous l'avez jamais vu. Vous arrivez par la rue Queen Mary, puis vous voyez une structure unique et imposante qui est une basilique ornée d'un immense dôme. Le dôme, c'est un des points culminants de Montréal qui atteint une élévation de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je sais pas jusqu'où se rend la croix du Mont-Royal, mais c'est pas mal proche de ça. La hauteur de l'oratoire. Ouais. C'est assez similaire, ouais. C'est assez similaire. Puis c'est ça, puisque c'est très massif, avec ce gros dôme qui est sur la montagne et tout, on le voit de différents endroits à Montréal. Donc, quand on s'en vient sur l'autoroute, si tu t'en viens comme sur la 15 et tout, tu peux le voir. Bon, c'est ça. Le dôme a une hauteur de 60 mètres et un diamètre de 39 mètres. Et là, vous pouvez vous rendre à la crypte, qui est en dessous de la basilique. Et pour faire ça, vous devez monter un escalier qui n'existe plus présentement, mais qui est en train d'être refaite, là, un escalier de 2 sections de 283 marches, séparées par une section centrale de 99 marches, et c'est les 99 marches du tronçon central qui sont réservées pour les pèlerins qui veulent faire l'ascension à genoux, parce que tu peux monter à genoux, puis là, ta prière, elle est extra puissante pour se rendre vers les cieux. Ben, c'est parce que t'en sacres une méchante shot quand tu fais ça. Ow, ow, ow. Ow, ow. T'es mieux d'avoir des pads sur tes genoux, comme des pads de volleyball. Des petits pads de jardinage, là. Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, je dois dire que c'est pas mon église préférée à Montréal. C'est quoi ton église préférée à Montréal? Je me rappelle pas de son nom, mais c'est celle dans le quartier Rosemont avec une architecture byzantine, là, qui est vraiment comme le dôme, proche des Bagel Fairmount. Elle est tellement belle, cette église-là. Puis il y en a vraiment pas beaucoup de l'architecture byzantine à Montréal, fait que je la trouve super originale, cette église-là. Je la trouve super belle. Ouais, j'avoue qu'elle est très belle. Ça, c'est celle qui est au coin... Oh my god, j'ai le pire blanc! C'est vraiment dans le quartier Rosemont. Saint-Urbain? Ouais. C'est la rue que tu descends pour... C'est ça. Oui. Fait au coin, genre Saint-Urbain, Fairmount ou Saint-Urbain, Saint-Viateur. Cool. Ouais, celle-là. Je la trouve belle, cette église-là. Je l'aime vraiment beaucoup. J'espère que tu vas garder dans l'épisode de quand je fais... Ah, bien sûr. Ok, donc... C'est vrai que c'est très beau. Bon. Je vais aussi mettre la musique religieuse. Je vais mettre des chants grégoriens. Saint-Urbain! Ok, tu peux montrer les 99 marches du tronçon central. Là, il n'y a même pas de crime jusqu'à date. On est rendu à 20 minutes. Faut que j'accélère mon affaire. Fait que là, ok, il y a la basilique. Une crypte, c'est comme un rectangle, puis là, sur le top, il y a un dôme, ok? C'est bon. Ouais. C'est pas une discussion. À gauche de la basilique, il y a les jardins du chemin de la Croix, qui sont les jardins du frère André. Puis à droite... de la basilique, on trouve la chapelle d'origine qui a été bâtie selon les plans du frère André en 1904 par le frère Abundius. J'ai aucune idée comment prononcer ces mots latins.
On s'excuse, on n'a pas fait de latin. Des US. Ben non, moi je suis une méga athée, je sais même pas pourquoi je parle de ça. Je suis même pas baptisée. Probablement je m'en vais en enfer. Ou dans les limbes. Le salaire de ton péché, c'est l'enfer. C'est l'enfer! Fait que, que les gens qui ont étudié à Desrochers, écrivez-nous et corrigez notre latin. Alors, ça a été construit par le frère Abundius et quelques amis laïcs, selon le site web de l'Oratoire. La chapelle du frère André, c'est beaucoup plus humble, tu sais, lui, il avait pas imaginé comme le gros dôme, blablabla. Lui, il y avait juste une petite chapelle pour accueillir les pèlerins. Je vais vous expliquer pourquoi. Et sa petite chapelle, elle mesure 15 pieds par 18 pieds, puis c'est encore la chapelle d'origine, puis il me semble qu'elle a été comme rénovée, là, fait qu'elle est encore là, puis elle est pas tout en lambeaux, c'est pas laid, c'est très beau. Fait que là, tout ça... C'est le contraire de lettre, c'est beau. Fait que là, bon, c'est le contraire de lettre, c'est beau. Et là, j'ai écrit elle ne mesure que 15 pieds sur 18 pieds, d'où le fait que malgré les dimensions débiles d'entête de la basilique, le tout est qualifié d'oratoire. C'est une très bonne façon de dire ça. Parce que c'est très gros, là. Bon. Fait que tout le complexe avec la basilique et la petite chapelle et le jardin, c'est l'oratoire, le lieu de culte du frère André. Bon. Fait que là, il y a la basilique, il y a une crypte, et il y a une chapelle... C'est ça qui arrive quand j'écris mon texte super longtemps d'avance, c'est pour ça que je ris de mes jokes. Il y a une chapelle votive de style art dégueu, comme dirait François Pérusse, qui est située entre la crypte et le roc de la montagne. L'oratoire est le 3e plus grand au monde, après Saint-Pierre de Rome, et la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Wow! Pour vrai? 3e plus... L'oratoire, le 3e plus gros oratoire dans le monde. C'est incroyable! Ça vaut le détour si vous aimez les églises. Ouais, hein, je sais. On pense pas qu'on fait grand-chose d'intéressant, nous autres, parce qu'on a tout l'héritage, on a la honte canadienne-française, là, puis on n'arrête pas de se rabaisser, mais faut pas se rabaisser, OK? On est hot, on est capable. On a l'oratoire, c'est beau. Bon. Mais là, petit disclaimer, en tant qu'ancien employé d'une attraction touristique montréalaise, chère personne qui nous visite de la France, on vous aime. On le sait que vous pouvez marcher pour aller partout. Où c'est que ça s'en va, ça? Non, vous pouvez pas marcher du Musée des Beaux-Arts de Montréal à l'Oratoire Saint-Joseph. Oh, mon Dieu, vous allez avoir mal aux pieds. Même moi, je suis pas loin, puis j'ai de la misère à marcher de chez nous jusqu'à l'Oratoire. Fait que non, vous allez devoir prendre le métro puis descendre jusque dans NDG. Si ça vous intéresse, tiens, pour le monde, là, si vous voulez aller là, vous allez à la station Snowdon, puis vous prenez un autobus sur Queen Mary, puis il va vous mener direct à l'Oratoire. C'est super facile. Non, vous pouvez pas, en une journée, marcher du Musée des Beaux-Arts au marché Jean Talon pour faire ensuite l'Oratoire Saint-Joseph. Vous pouvez pas faire ça. Désolé. Vous pouvez faire un des deux. Vous pouvez faire un des deux. Oh my God. Mais, si tu pars du marché Jean Talon puis tu marches jusqu'à l'Oratoire, là, chapeau. Chapeau, puis donne-moi ta marque de soulier. Tabarnouche. Oui, effectivement. Alors, maintenant qu'on a expliqué c'est quoi l'oratoire en long et en large, on va faire un petit portrait du Québec en mars 1973. J'ai fait des recherches. Fait que ce mois-là, c'est ce mois-là qu'est sortie la chanson préférée de mes parents, qui est La maudite machine du groupe Octobre. Oh! Mes parents aiment beaucoup Octobre. Chanteur de mes parents. À cette époque-là, on écoutait aussi des succès comme J'ai rencontré l'homme de ma vie de Diane Dufresne. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Voilà. Et dans la prison de Londres, voilà, de Louis Forestier. Fait qu'on écoutait ça à la radio. Au cinéma, on pouvait aller voir... Du rock, de la pop et du folklore. Voilà! Et au cinéma, on pouvait aller voir le film Kamouraska du problématique Claude Jutras. J'ai juste... Ça valait la peine de mentionner qu'il était problématique avant que le monde nous dise. Et aussi, Les corps célestes du, je pense, moins problématique Gilles Carle. Ça aussi... Bon, parfait, on va reprendre ça. Les corps célestes du autant problématique Gilles Carle, possiblement. Voilà. Fait que sur la scène politique et judiciaire, on est en plein dans les audiences de la commission d'enquête sur le crime organisé, qui était la proto-commission Charbonneau. Et là, dans 2 mois à peine, Jean-Pierre Charbonneau, journaliste du Devoir et spécialisé dans le crime organisé, va être victime d'une tentative de meurtre dont je vais sûrement vous parler dans un autre épisode, parce que lui, il était le proto-Michel Auger. Ah, moi, j'allais dire le proto-Stéphane Pouliot. Aussi, les 2 références sont bonnes. Tout. Et là, en juillet de la même année, notre ami Jacques Rose, le frère de Paul, a été reconnu coupable de complicité dans l'enlèvement de Pierre Laporte. Hey, il s'en passait des affaires. Fait que là, c'est le petit portrait de la société. Et là, le 16 mars, sera constaté le vol de la relique de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, le cœur du frère André.
Le cœur du frère André était conservé dans un bocal rempli de formol dans le musée de l'Oratoire. Bien sûr, tu mets du formol là-dedans, sinon, en tout cas, c'est bon. Faut le conserver. Bon. Fait que l'archevêché de Montréal, en conservant ainsi le cœur du fondateur de l'Oratoire comme relique, après la mort du frère André, s'est inscrit dans la tradition européenne de garder des cœurs de rois et d'hommes de Dieu. Fait que les autres sont bien gros là-dessus. De garder des petits bouts. À ce moment-là, le frère était mort depuis longtemps. Il était mort depuis 1937. Et depuis 1937, le cœur était conservé dans le musée de l'Oratoire et les pèlerins pouvaient venir se recueillir devant celui-ci. Tout le monde pensait que le cœur était en sécurité parce que, tu sais, qui voudrait voler une affaire de même? Pas moi. Du monde. Let me tell you. Du monde. Je t'écoute. On sait pas qui, mais on sait que 3 cambrioleurs se sont infiltrés dans le musée de l'Oratoire le 15 mars pendant la nuit, donc la veille pendant la nuit, pour subtiliser le cœur. Et selon le père Bernard Lafrenière de l'Oratoire, ça prenait des gens d'expérience pour faire ça, parce que les voleurs sont entrés rapidement dans le musée et se sont dirigés directement vers le cœur, comme s'ils savaient ce qu'ils venaient chercher et où ça se trouvait. Mais là, ce bout-là, il est facile, mais je veux dire, tu vas... Tu es les petites plaquettes au musée. Ouais, non, ce bout-là, il est pas trop dur. Je veux dire, c'est pas comme... c'est pas le musée du Louvre, ok? C'est pas immense non plus. Fait que, c'est un petit peu plus simple. Il est simple. Vous êtes peut-être pas convaincu que c'est des gens d'expérience, mais peut-être que le prochain détail va vous convaincre. Ils ont travaillé dans un silence quasi religieux. Ha! Pour vrai, ils ont travaillé tellement... En même temps, je veux dire, ferme ta gueule. Ben, je sais, mais je veux dire, ils ont fait ça tellement discrètement que les bedeaux qui résidaient dans le presbytère juste à côté ont rien entendu. Tu sais, aucune porte qui s'ouvre, aucune grille qui grince. Et finalement, dans le musée... Ils étaient des voleurs respectueux. Ils étaient vraiment... Tu sais, il y avait des petits pancartes sur le mur qui disaient « Veuillez garder le silence, no loitering ». Puis là, ils ont arrêté le flanage et... C'est ça. Et dans le musée, c'est l'indice le plus damnant d'à quel point c'était des hommes d'expérience, ils ont ouvert la porte de métal et la grille de fer qui protégeait le cœur sans forcer aucun verrou. Parce qu'il y avait des verrous. Il y avait 5 serrures qu'il fallait ouvrir pour se rendre jusqu'au cœur, mais il n'y en a aucune là-dedans qui a été forcée. Comme quoi, soit ils sont vraiment bons à faire du lockpicking. Ah, ils avaient la clé! Soit il y avait des doubles de clés. On le sait pas! Oh my god! Mais c'est ça, 5 serrures différentes. Porte de l'édifice, 1. 2 portes de métal, 2, 3, devant la relique, et 3 serrures de la grille de métal. Ça fait 6 ça en plus, ça fait même pas 5. Fait qu'il y avait toutes ces serrures-là à ouvrir. Ceci n'est pas un podcast de mathématiques. Non! Peut-être que les 2 portes de métal avaient juste une serrure. Ok, en tout cas, fait qu'ils ont ouvert toutes ces serrures-là sans alerter personne. Ok? Fait que même pas de cling-clang-cling. Ils ont même pas échappé leur trousseau de clés s'il y en avait un. Mais, bon, après ça, ils ont utilisé un pied de biche pour déloger le bocal contenant le cœur, ce que j'aurais pas fait de peur de casser le bocal. C'est pas l'objet le plus délicat, là. Non, c'est ça, ça montre à quel point ils étaient adroits. Et là, avant de quitter, ils ont nettoyé la scène de crime, ils ont refermé les portes, ils ont laissé aucune empreinte, ils ont tout nettoyé pour vrai. Il y a personne qui les a vus. Il y avait rien pour les tracer. Mystère et boule de gomme. Ok, mais c'est parce que, à date, pour avoir travaillé au Musée des Beaux-Arts, ils sonnent comme des visiteurs exemplaires, sauf pour le vol. Sauf pour le fait d'avoir volé un organe, qui est quand même dégueulasse. Honnêtement, ils sont restés silencieux, ils sont restés propres. Mm-hmm. Ils ont fait le ménage avant de partir. Ben oui, 100%. Alors, qui est donc le frère André? Et pourquoi que son cœur était que exposé dans un musée que les gens voulaient aller voler ça? Bon. Ma grand-mère, elle trippait beaucoup sur le frère André, fait que je trouve ça le fun de pouvoir vous parler un petit peu de sa vie. Elle était fan! Oui, elle était fan, et elle était née juste 5 ans avant que le frère André il meure. Fait que c'est quand même le fun. Elle était comme fan posthume du frère André, parce que lui est mort en 37 puis elle était née en 32. Et là, c'est ça, elle trippait beaucoup sur le frère André, comme beaucoup de Québécois et Québécoises, on s'entend. Le frère André, il est né Alfred Bessette, fait que pas André pantoute, le 9 août 1845 à Mont-Saint-Grégoire, qui s'appelait alors Saint-Grégoire-le-Grand. Yay! Et là, dès son enfance, Alfred, il est souvent qualifié de frêle et maladif. Un petit chétif. Il est donc tout désigné pour devenir un saint et soigner du monde, n'est-ce pas? Exactement. Merveilleux. Fait que là, il entre au noviciat du Collège Notre-Dame à l'âge de 25 ans, mais sa réputation dans le milieu ecclésiastique à ce moment-là, malgré son jeune âge de 25 ans, est déjà très belle. En effet, dans le mois précédant son arrivée au Collège Notre-Dame, le curé provençal a écrit au maître des novices une lettre de recommandation resplendissante à l'égard d'Alfred, le qualifiant déjà de saint
Il a la réputation d'être un homme de bon cœur, dévoué et généreux. Oh. Et là, quand il entre en communauté, quand il entre au noviciat du Collège Notre-Dame, Alfred adopte le nom de frère André, qu'il va conserver jusqu'à sa mort. Le noviciat du frère va durer plus longtemps que prévu en raison de sa santé fragile, mais aussi de son éducation très restreinte. Il était apparemment presque illettré, ce qui est très peu commun dans le milieu religieux. Ouais, il me semble d'habitude, quand tu rentrais, t'avais fait ton cours classique. Absolument. Mais, bon, lui savait à peine lire et écrire. C'était un vrai underdog, là. Je Oui. l'aime, là. Il y avait le vrai calling de Dieu, et puis il était pas empêtré dans des niaiseries comme l'alphabet, tu sais. Fait que là, alors, puisqu'il Il est... est trop pour ça. Puisqu'il est quasi illettré, tu sais, ben il y a plein de jobs qu'il peut pas faire, bien sûr, au Collège Notre-Dame une fois qu'il finit son noviciat. Fait que là, on lui confie la tâche ben importante d'être le portier du Collège Notre-Dame, ce que le frère va faire jusqu'en 1909. Fait qu'il a fait ça de 1870 à 1909, ça fait beaucoup d'années à tenir une porte, ça, là. Bon. T'envoies du monde passé, là. Fait qu'à travers Par là, tout par ça... là. Par là. À travers tout ça, le frère André va se bâtir une réputation de guérisseur. D'où, justement, sa notoriété d'aujourd'hui. Fait que ça commence en 1877, année à laquelle le frère André va soigner la blessure à la jambe d'un autre frère, le frère Aldéric, dans sa propre congrégation. Il va ensuite soigner un élève du Collège Notre-Dame qui était fiévreux et alité depuis un certain moment, puis après le traitement du frère André, l'élève est apparemment allé jouer dehors en pleine forme. Wow! C'est un miracle! C'est un miracle! Oui! Et là, les miracles du frère André vont ensuite se propager comme sa réputation de thaumaturge. Wow! Et à un moment donné, la direction du collège commence à s'inquiéter de la quantité de gens qui viennent au collège pour voir le frère André à cause de ça. Parce que là, ça génère beaucoup de foot traffic dans les environs du collège Notre-Dame. C'est la frère André Mania! C'est la frère André Mania. Tout le monde veut aller se faire soigner par lui. Et certaines personnes pensent que le frère, il est tellement hype que ça se peut pas que ce soit vrai, puis c'est probablement un charlatan. Et là, le collège... Overrated. La congrégation du collège demande au frère André de ne plus recevoir de gens, de visiteurs, dans le collège. T'as plus d'amis. Non, c'est ça. T'as le droit d'ouvrir la porte, mais pas pour tout le monde qui vient se faire soigner par toi. Fait que là, le frère André, n'écoutant que son courage et sa grande générosité, décide qu'il va continuer à soigner du monde. Mais là, puisqu'il n'a pas le droit de les faire entrer dans le collège, il va les soigner à l'arrêt du tramway en face du collège, sur le bord du chemin Queen Mary. Mais c'est donc bien parfait. Tu te fais soigner avant d'aller travailler. Ben, c'est ça. Fait que là, il les amène... tu sais, il va les retrouver, les malades, à l'arrêt du tramway. Là, il les soigne avec ses prières. Je sais pas comment il faisait ça. Puis ensuite, il les amène prier encore devant la statue de Saint-Joseph, qui est sur le flanc du Mont-Royal, non loin du collège. D'où le nom de l'oratoire Saint-Joseph. Vous avez compris, hein? Et cette statue a également déjà été volée. Pour vrai, je sais. Oui, je vais peut-être vous en parler un jour. Yes, sir! Fait que là, c'est en flanc de la montagne où il y a la statue de Saint-Joseph que le frère André rêve d'ériger sa propre chapelle. Parce que ça va être plus pratique que de recevoir le monde dans l'arrêt de tramway, on s'entend. Oui, c'est un peu sale. C'est un peu dégueu, puis il y a du monde qui pue, c'est certain. Fait que c'est pas simple, de toute manière, de convaincre la direction du collège ou même la congrégation de la pertinence d'ériger une chapelle. Gang de non-believers. Ils sont juste jaloux. C'est juste des haters, c'est juste des séraphins. Ils sont peut-être cheap, puis ils voulaient pas dépenser. Maudite gang de Vincent Leclerc. Bon. Maudite gang de Vincent Leclerc. Fait que là, il va y avoir des négociations, back and forth, et là, éventuellement, le projet va être approuvé à condition que ni le collège, ni la congrégation n'aient à débourser pour faire construire la chapelle. C'est vraiment des Vincent Leclerc. C'est ça. No hate sur Vincent Leclerc. On le sait que Vincent Leclerc, c'est pas Séraphin pour vrai. Nous autres, on n'est pas, justement, dans le temps que la première série jouait puis que les gens voyaient le comédien qui jouait Séraphin puis étaient comme « Hey, laisse Donaldo tranquille! » On n'est pas comme ça. Nous autres, on sait que c'est pas vrai. Fait que le frère André va donc partir un GoFundMe, Old Timey GoFundMe. Non, mais il va faire une collecte de fonds et grâce à ça, ben justement... Il va laver des autos en bikini. Oh, yes! Ce serait... c'est un bikini modeste. C'est une belle image, j'aime ça. Ben moi, juste laver des autos en soutane, je trouverais ça le fun. Mais c'est probablement pas ça qui se passait parce que la chapelle originale a été inaugurée en 1904. Il n'y avait pas vraiment de char à cette époque-là. Il va laver des calèches en soutane. Nice! Il va brosser des chevaux en soutane. Fait que là... Il avait fait une collecte de dons, puis justement, il y avait tellement de foot traffic, là, il y avait tellement de gens qui aimaient déjà le frère André que ben il a rapidement réussi à accumuler les fonds nécessaires pour construire sa chapelle d'origine, qui est la petite chapelle dont je vous ai parlé, de 15 pieds par 18 pieds.
Et elle va être inaugurée en 1904, et désormais, elle va servir de sanctuaire pour les pèlerins qui viennent se faire soigner par le frère André. Fait que là, la réputation du frère André grandit encore, et entre 1908 et 1912, la chapelle va être agrandie à 4 reprises pour accommoder, justement, le flot incessant de visiteurs. Et là, Ça n'arrête plus! et là, en 1913, sous la pression du public et avec l'encouragement du Monseigneur Bruchesi, l'archevêque de Montréal, on n'y est plus, la construction du... C'est pas lui qui a fait bannir plein de livres? Possiblement, mais il a aussi approuvé la construction de la basilique de l'Oratoire. Moi, je suis pas vendue. Bon. En tout cas, c'est ça qu'il a fait aussi. Je savais pas qu'il avait banni des livres. En tout cas, bon, il a fait cette bonne chose-là, OK? Bon. Fait que là, les plans de la basilique sont dessinés par les architectes Alphonse Venn et Dalbé Villot, qui est un vraiment fancy name. Et c'est la crypte... Dalbé. C'est la crypte qui est construite en premier. Ça sonne comme un magasin de meubles. C'est vrai, hein? Dalbé Villot, ou un cabinet d'avocats. C'est la crypte qui est construite en premier, parce que bien sûr, tu peux pas construire quelque chose pour ensuite construire un sous-sol en dessous, fait que donc tu construis la crypte, bien sûr, puis après ça, ils vont construire la basilique par-dessus. Fait que la crypte... faut que ce soit stable. La crypte est achevée en 1917, et ensuite, on amorce la construction de la basilique, qui ne sera pas encore achevée au décès du frère André, en 1900... Là, j'ai écrit 1936. Il est décédé en 1937. Je l'ai écrit la ligne d'après, fait que j'ai 2 dates de décès. Bon, elle n'était pas encore achevée. Et la basilique était construite, mais il restait ajouté le dôme sur le top, ce qui n'est pas un détail négligeable, considérant ses dimensions débiles. Donc... Ça y prend sa capine? Ça y prend son petit chapeau, va avoir frette. Donc, le frère André décède le 6 janvier 1937 à l'âge de 91 ans, ce qui est pas mal incroyable pour ces années-là. Il va décéder à l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance sur l'île de Montréal, et sa dépouille va être exposée dans l'oratoire pendant toute une semaine. Et pendant toute une semaine, 1 million de fidèles va défiler pour lui rendre hommage. Seigneur! 1 million. Ça fait du monde. 1 million. Et là, la construction de son oratoire chéri, qui se termine avec le dôme, sera achevée en 1967, l'année de l'expo. Ah! Plus de choses à voir! Et là, 6 ans plus tard, son cœur va être volé du musée. Pauvre lui. Fait que là, le cœur a été volé, le vol est immédiatement signalé dans les journaux et ça cause tout un émoi. Qu'est-ce qui se passe avec le cœur de notre cher frère André? Qui est-ce qui pourrait vouloir faire ça? Le frère André, tout le monde l'aime, sauf la congrégation qui voulait pas payer pour... Je sais pas pourquoi ils n'ont pas été suspectés en ce soir-là. J'ai juste réalisé ça. Donc, qui est-ce qui pourrait vouloir faire ça à cet homme-là, qui est un saint... qui était pas encore un saint à cette époque-là, il me semble. Mais en tout cas, en l'absence d'empreintes sur la scène de crime et en l'absence de témoins, la police n'en a pas gros à se mettre tout là-dedans. Et c'est alors que, le 17 mars, soit le lendemain du vol, un homme qui refuse de s'identifier téléphone au journaliste Jacques Beauchamp du Journal de Montréal et il demande une rançon de 50 000 $ pour assurer le retour de la relique. 50 000 à l'époque, c'est beaucoup, me semble. C'est pas mal beaucoup d'argent. Mais surtout, la police était comme, on n'a rien, on ne peut pas régler ce cas. Et là, le lendemain, il y a comme un des voleurs qui communique avec un journaliste. En tout cas, ça tombait très bien. Fait que là, tout ce que Beauchamp a pu déceler au téléphone, c'est que le voleur était, entre guillemets, québécois. Non, mais il n'y avait pas d'accent, ni rien qui permettrait de l'identifier. Ben basic. Mais ça veut... Je sais pas pourquoi il a dit que ça voulait dire qu'il était un Québécois, parce que je veux dire, s'il venait de la Beauce ou du Lac-Saint-Jean, il y avait un accent, fait que, en tout cas, fait qu'il y avait pas d'accent. En effet, il y a plusieurs accents au Québec. Là. Il y en a beaucoup. Là. Alors, Jacques Beauchamp se demande si ça pourrait être un canular, tu sais, parce que la personne n'a pas offert d'informations pour prouver, tu sais, que c'était effectivement le voleur. Mais là, l'homme, au téléphone, va lui livrer une information importante, justement. Il précise qu'il a laissé dans une voiture un colis qui prouve sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit bien là d'un des voleurs du cœur. Alors... Puro Later, à votre service. Non, il a laissé ça dans un char, en quelque part. Où est-ce qu'il envoie le journaliste chercher le colis dans ce char? Ce qui me semble être une affaire dangereuse. Mais le journaliste a fait ça quand même. Donc, le journaliste, il a mandaté, en fait, une autre journaliste qui s'appelait Denise Montez et un photographe, André Viau, pour aller récupérer le colis parce qu'il a décidé de pas y aller lui-même, je sais pas pourquoi. Fait que là, le colis, c'était un sac qui contenait une bobine de film à développer. Fait que là, ils ont fait développer les photos au journal, bien sûr, parce qu'il y avait les installations pour ça. Tu sais, c'est un journal. Et là, sur les photos, on voit le bocal contenant le cœur du frère André avec le cœur dedans. Mais là, qu'est-ce qui prouve que les photos n'ont pas juste été prises dans l'oratoire? Eh bien,
Ouais. Des particules sont en suspens dans le formol. Sur les photos, on le voit. Des particules qui pourraient uniquement être dérangées si si le bocal, était bougé. Et on se rappelle qu'il a été délogé de son socle avec un pied de biche, fait qu'il était pas facile à remuer le bocal. On peut pas le shaker, là. Non, Pas comme ta vinaigrette avant de la mettre en c'est salade. ça, c'est comme ta vinaigrette, mais le bocal est attaché avec du crazy glue sur ton comptoir. Bon. Fait que ça prouve que, effectivement, c'est quelqu'un qui était avec le bocal après que le bocal a été bougé. Fait que là, malgré cela, les responsables de l'oratoire ne croient pas à cette histoire de rançon. Fait que là, les journalistes, bien sûr, communiquent avec la police, puis là, la police communique avec les responsables de l'oratoire. Puis les responsables de l'oratoire, ils sont comme « Oui, mais c'est probablement un canular quand même, parce que les voleurs sont jamais entrés directement en contact avec nous autres pour nous demander de l'argent, puis c'était nous autres qui, possiblement, pourrions livrer l'argent. » En tout cas, je vous trouve pas très croyants, messieurs. Ouais. Ils sont pas très pieux. OK? Ouais. Je vous trouve un petit peu agnostique présentement, là. Et là... Ça va prendre un signe. En plus, justement, selon le père Lafrenière, dont je vous ai parlé tantôt, il travaille à l'oratoire, lui, c'est pour ça qu'il était interviewé dans le documentaire. Bon. OK, les voleurs ne seraient pas non plus des Québécois, parce que, selon lui, jamais un Québécois ou une Québécoise aurait espéré avoir une rançon de 50 000 $ pour une relique religieuse, parce que c'est comme connu par tout le monde que, dans le droit de l'Église, une relique n'a aucune valeur pécuniaire ni aucune valeur marchande. Et qu'il se dit, ça doit être du monde qui ne sait pas vraiment comment ça marche ici, parce que c'est comme Mastercard. Non, mais ça n'a pas de prix. Une relique religieuse au Québec. Et tous les bons Québécois et Québécoises savent ça. Mais je veux dire, ça n'a pas de valeur pécuniaire, mais ça a une valeur symbolique très élevée. Je veux dire, c'est pour ça que les gens se rendent là, pour aller se recueillir. Fait que oui. C'est un petit peu comme une monnaie d'échange, oui. Comme valeur pécuniaire versus la valeur symbolique. Je te l'accorde. Mais... pour faire référence au pilier de la terre de Ken Follett. Non, mais c'était pas comme si... OK, le frère Lafrenière, il a dit que ça n'a pas justement de valeur pécuniaire ni de valeur marchande, dans le sens où il y a personne dans la congrégation qui aurait été prêt à payer pour avoir le cœur du frère André. C'était pas comme si l'oratoire était plus un lieu saint parce que la relique était plus là. Okay? C'était pas comme dans les piliers de la terre, là, quand ils perdent le crâne de je sais pas qui dans un incendie, là. Fait que là, il faut qu'ils aient trouvé un autre crâne pour mettre à la place, pour faire semblant que c'est le crâne du frère Patentagos. C'est pas ça. Le lieu va pas perdre son statut ni ses visiteurs, puis anyway, c'est pas une place qui est là pour faire de l'argent. Là, c'est des choses bien controversées qu'on dit. Là, anyway, t'es-tu étonné qu'ils veulent pas payer la rançon quand ils voulaient même pas payer pour que frère André fasse sa petite chapelle? C'est une gang de Vincent, avec là. C'est une gang de maudits cheap. Une gang de ça leur tentait là. pas de payer pour ça. Fait qu'ils ont dit, ben de toute manière, regarde, les gens qui ont communiqué avec les journalistes, c'est probablement juste un canular, puis c'est pour le show, puis faire parler d'eux, mais c'est sûrement pas vrai, parce qu'ils devraient savoir que ça a pas de valeur, cette affaire-là. Bon. Il y a des choses qui ne s'achètent pas, et pour le reste, il y a Mastercard. Cela étant dit, il existe moult théories sur qui aurait pu commettre ce crime. D'abord, selon les responsables de l'oratoire, les coupables les plus plausibles seraient... Ils ont dit que c'était pas des Québécois, on se rappelle. Selon eux, les coupables les plus plausibles seraient des Américains de confession protestante! Non, c'est pas des protestants! Alors, il y aurait des Américains qui seraient venus plusieurs mois auparavant pour visiter l'oratoire. Et là, selon les responsables de l'oratoire, ils seraient venus faire du repérage et planifier leurs coups, et constatant la ferveur catholique des Québécois et Québécoises, auraient pensé qu'il était possible d'avoir beaucoup d'argent pour ce genre de vol. C'est la théorie des responsables de l'oratoire. C'est quand même de quoi? C'est quand même une guerre de clochers, littéralement. Moi, je pense que tu vas préférer la deuxième théorie. Fait que là, la première, c'est ça. C'est les protestants qui sont jaloux de la ferveur catholique des Québécois. Ce qui est comme une bonne chose d'être jaloux d'eux, en 1973, effectivement. Donc, ensuite, une autre hypothèse, c'est que ce serait un catholique fervent qui aurait dérobé le cœur en espérant s'approprier les pouvoirs de guérison du frère André. Oh! Je vais dévorer le cœur et maintenant je vais posséder les pouvoirs du frère André. C'est ça, moi aussi je pensais à la scène dans Game of Thrones où il faut qu'elle mange un cœur de cheval. Fait que c'est ça, j'étais comme ok, parfait. Intéressant. Sinon, troisième théorie, ça pourrait être juste un collectionneur d'objets et de reliques religieuses qui aurait commandé ce vol. C'est un petit peu comme tous les tableaux qui se font voler dans les galeries puis après ça on les retrouve jamais. Oui. C'est peut-être des collectionneurs qui veulent avoir les bonnets. Dans son petit cabinet des curiosités. Oh, dans son curio cabinet. Alors, ça pourrait même être, quatrième théorie, un inside job.
Oh non! Ce qui expliquerait la facilité qu'ont eu les voleurs à... The call is coming from inside the house. Exactement. Mais je comprends... Il y a pas de motif pour cette théorie-là, je comprends pas trop. Fait que là, c'est ça qui expliquerait la facilité qu'ont eu les voleurs. Surtout que s'ils ont déjà beaucoup de visiteurs, c'est pas comme s'ils auraient fait ce vol-là pour comme raviver l'intérêt du public. Là. Je veux dire, c'est une attraction où est-ce que les gens y vont. Ouais. Ça fait pas de sens. Ça prend un motif, guys. Ça prend un motif. Ça prend un motif. Puis là, le motif, c'est peut-être que ça a fait parler d'eux, mais effectivement, il n'y avait pas besoin de faire plus parler d'eux. Non, c'est une attraction de Montréal. Là. Les gens y vont. Ben oui, puis c'était tout neuf, parce que le dôme était fini depuis 6 ans. Fait que c'est pas comme... Ça sentait encore la peinture. Mais cette théorie-là, ben, elle est quand même facile à écarter parce que ça aurait pris un méga complot. OK? Parce que les clés, 3 des clés nécessaires pour ouvrir les 5 ou 6 serrures, qu'on n'est pas sûr il y en avait combien, étaient gardées à 3 endroits différents par 3 personnes différentes. Fait qu'à moins que toutes ces personnes-là étaient in cahoot, ben, c'est pas vraiment une théorie qui a du bon sens. As-tu déjà essayé d'organiser un surprise? Non? Hein? Ben c'est ça. C'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui finit par s'échapper. Ça aurait été un incroyable complot de soudoyage de prêtres, comme dans les Borgia, mais... Avec François Arnaud! Oh! Et Colm Fiore. Colm Fiore. Notre grand acteur québécois. Non, il est pas avec québécois. Un col roulé. Avec un col roulé qu'on a vu dans Bon Cop, Bad Cop. Donc, il y a une récompense qui est offerte et malgré cela, pendant 20 mois, on n'entendra plus parler du vol du cœur du frère André. Fait que là... Ça a passé inaperçu. Écoute, là. OK? Monsieur le voleur qui a appelé le journaliste Jacques Beauchamp, là. Faut que tu te branches, là. On te le donne, ta récompense. On te l'offre, ta récompense, là. OK? T'as même pas besoin de dire que c'est toi. Tu peux juste dire que tu sais il est où, puis récupérer la récompense. Puis là, tu vas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Fait que manifeste-toi. Mais non, il se manifeste pas. Pendant 20 mois, c'est long. Les voleurs ne se manifestent pas, ni pour faire une nouvelle demande de rançon, ni pour justement récupérer la récompense offerte ou whatever. Et c'est le calme plat au niveau de la police qui est peut-être en train de se pogner le beigne, on sait pas, ou de faire d'autres choses de plus intéressantes. On sait pas trop. En tout cas, la police faisait pas grand-chose. Bon, mais je veux juste dire que je suis certaine qu'ils ont fait de leur mieux pour pas qu'on... Ils ont travaillé fort. Le SPGM de la police du Grand Montréal. Ils ont travaillé très fort. Ils ont pas passé tout leur temps chez Dunkin' Donut. Non. Bon. Mais là, le 21 décembre 1974, les voleurs se manifestent de nouveau, sans doute parce qu'ils ont compris qu'ils n'auront jamais leur rançon demandée. Alors, un des voleurs... Ils se sont rendus compte comme « Oh, wait, on a encore cette maudite patente-là, qu'est-ce qu'on fait avec? » Oh my God. Tu trouves ton garde-manger chez vous, puis là, à côté des boîtes de Cheerios, t'as le bocal, puis t'es comme « Oh non, c'est vrai, j'avais encore oublié. » C'était sur ma liste de choses à faire cette semaine, là, de se manifester. C'est sur ma to-do. C'est sur ma to-do. Fait que là, un des voleurs a regardé sa to-do list avec acheter du Scott Towel puis acheter des céleris. Puis il avait aussi entré en contact avec le jeune avocat Frank Choufi. Frank Choufi! Alors, un des voleurs entre en contact avec le jeune avocat Frank Choufi, qui était l'avocat de Richard Blass. Yes. Right? Yep. Bon, voilà. Et de plein d'autres affaires. Je vais vous parler un peu de Frank Choufi. Et qui a l'air Choufi, de Elvis dans une chapelle à Las Vegas. Oui! Absolument. OK, j'ai comme une petite insulte par rapport à ça... plus tard dans mon texte. Vous allez voir ça. Donc, il entre en contact avec le jeune avocat Frank Choufi de manière anonyme pour dire qu'il est prêt à restituer le cœur. Fait que là, ça répond pas. Va te leur donner, ça prend de la place dans le garde-manger. Fait que je pense qu'il a appelé puis il a laissé un message pour Frank Choufi pour dire qu'il voulait comme parler avec lui pour que Choufi l'aide à négocier la restitution du cœur. Mais ça n'a pas répondu. Fait que là... Il est un petit peu occupé avec Richard Blass. C'est ça. Fait que là, le voleur a appelé Claude Poirier, parce qu'il savait que Claude Poirier et Frank Choufi se connaissaient. Puis là, il a expliqué qu'il veut absolument parler à Frank Choufi, mais là, Choufi, il l'a pas encore rappelé, fait qu'il donne à Poirier 2 heures pour entrer en contact avec l'avocat et le rappeler. Let's go, le négociateur. Non, ouais, négocier! Ou en fait, pour entrer en contact avec l'avocat, puis attendre en stand-by, parce qu'ils n'ont pas de numéro pour le contacter, parce que ce serait con que tu donnes ton numéro de téléphone quand t'es un voleur. Fait que le voleur dit « Je vais rappeler dans 2 heures. Entre-temps, il faut absolument que tu réussisses à parler à Frank Choufi, puis me faire parler à Frank Choufi. » Bon. Fait que là, Claude Poirier réussit à rejoindre l'avocat. Et selon Claude Poirier, l'avocat a enfilé sa perruque et s'est rendu au bureau du dimanche matin. Ça s'appelait comme ça, le journal où travaillait Claude Poirier. Ouais, c'est ça la petite bitcherie. Fait que Claude Poirier était comme, ouais, il a mis sa perruque puis il s'est rendu au bureau du dimanche matin où est-ce que l'autre travaillait pour attendre l'appel du voleur. Fait que là, si le voleur veut parler à Claude Poirier, c'est apparemment parce qu'il dit qu'il le connaît. On s'est déjà croisés.
Ça se peut, parce que Claude Poirier il dit qu'il a jamais été en mesure de percer le mystère et de comprendre c'était qui le voleur du cœur. Le voleur, il disait qu'il se connaissait. Fait que Claude Poirier, il a pas reconnu la voix. Mais on est des grands chums. Il était peut-être des grands chums, mais il s'en rappelait plus. C'est comme les chums que tu croises, là, pis tu te rappelles pas c'est quoi son nom, pis t'essaies de forcer la personne à dire son propre nom, là. C'est ça. Ah! Comment ça va, toi? Parle-moi de ce que c'est d'être Toi. Parle-moi de ton nom. C'est ton nom. Ouais, si tu pouvais comme faire genre un anagramme avec ton prénom, ce serait quoi? Tu sais, bon, voilà. Fait que là, s'il veut parler à Claude Poirier, c'est parce qu'il le connaît. Et si le voleur veut parler à Frank Choufi, c'est parce qu'il veut se négocier une sentence réduite ou un deal avec les autorités quant à d'autres accusations qui pesaient contre lui. Oh! Fait qu'on sait pas ce qu'il avait fait d'autre, possiblement d'autres vols, mais il a dit, tu sais, moi je veux parler à Frank Choufi parce que je veux que Choufi, il puisse me négocier une sentence réduite pour l'autre affaire, puis en échange, je vais vous redonner le cœur et peut-être avoir l'immunité, quelque chose de même. Claude Poirier a dit au Journal de Montréal que le voleur disait qu'il avait des causes pendantes devant les tribunaux et qu'il pouvait donner des informations au sujet du cœur du frère André en échange. C'était son bargaining chip. Fait que là, cette dernière information, cela dit, a été difficile à confirmer parce que Frank Choufi, il est mort. Dans des circonstances étranges. Oui, exactement. Il est mort depuis 1985. Avant ça, il avait jamais révélé à quiconque qui était le voleur du cœur du frère André. C'est un secret. C'est un secret. Apparemment, il était la seule personne qui était au courant de cette information-là et il a été assassiné en 1985. Son assassinat n'a jamais été élucidé et certainement qu'on va pouvoir couvrir ça à un moment donné. Ben, j'avais commencé des recherches, mais c'était pas très concluant. Non, c'est ça, parce que j'imagine que c'est aussi quelque chose sur lequel il n'y a pas trop d'informations. Ben, je pense que c'est le crime organisé. Ça se peut, hein? C'est comme... Je pense que c'est un assassinat commandé. C'est qui le journaliste syndicaliste blabla aux États-Unis? Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme Jimmy Hoffa. Bon, donc, le voleur a fini par rappeler et discuter avec Chauffé en lui expliquant justement l'histoire de la sentence réduite, et il a indiqué aux criminalistes et au journaliste Claude Poirier qu'il ne devait pas contacter la police. Ça leur convient bien. Claude Poirier dit en entrevue qu'il n'a jamais mangé dans la main de la police de toute manière. Oh, quelle belle façon de le dire, Claude! Oh là 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 là! Fait qu'il était comme, ouais, nous autres, ça ne dérangeait pas de garder ça pour nous. Fait que là, l'homme a rappelé une autre fois et il a livré à Poirier et à Choufi l'emplacement de la relique. Les hommes se sont mis en route et se sont rendus à l'endroit indiqué par l'appel anonyme. Et là, c'est pas clair c'est où, parce que les sources ne s'entendent pas. Là, j'avais peu de sources, là, je vous l'ai dit, mais j'ai entendu plein d'affaires contradictoires. Ça pouvait être dans le sud de la ville de Montréal, dans le nord de la ville de Montréal, et dans un cabanon ou dans un sous-sol. C'est toute la même affaire, ça se ressemble. Un cabanon dans un sous-sol. Un cabanon dans un sous-sol, probablement dans le sud-nord de la ville de Montréal. Dans le sud du nord. Fait que là, peu importe où c'était, c'est là, dans un casier, à l'intérieur d'un sac poubelle, que se trouve le bocal. Yay! Le bocal, il est intact. Yay! Il manque un peu de formol dedans parce que la cire qui scellait le couvercle est abîmée. Je pensais que quelqu'un a pris une glue. Glue. Non, c'est pas pour ça. Mais sinon, la relique est en parfait état. Le cœur est encore là, le formol est encore là, tout est bien conservé, le pot est correct. Fait que là, Poirier et Choufi vont livrer le cœur au service de police de Montréal. Et celui-ci va rapidement se pointer sur les lieux pour faire le forensique, mais aucun indice ne sera découvert, ni dans la résidence / le cabanon du sud ou du nord de Montréal, où la relique était conservée. C'était vraiment des bons voleurs. C'était vraiment des très bons voleurs, puis il n'y a aucun indice qui sera décelé sur le bocal lui-même non plus. Fait qu'il a toujours été manipulé avec des gants, possiblement, ou nettoyé pour enlever les traces. C'est vraiment des professionnels. C'est le groupe Calinette. Oui, pour un travail sans retouche. Et là, malheureusement, ben, on est rendu à la conclusion, parce que, ben, on a retrouvé le cœur, mais on n'a jamais trouvé qui avait volé le cœur. Donc, en décembre 1974, c'est là que le cœur a été retrouvé par Claude Poirier et Frank Choufi. Le cœur est restitué à l'oratoire, qui va s'occuper de le faire authentifier. Oh! Et là, comment tu fais pour authentifier ça, un cœur? Non, mais... Prends une liche.
Moi, j'étais comme, wesh! Puis là, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Y avait-tu des trucs d'ADN pour... Non, c'est pas ça. Il y avait des sceaux de l'archevêché de Montréal sur le bocal. Les sceaux ont pas été brisés. On sait que c'est encore le cœur du frère André qui est dedans. C'était bien plus simple que ça. C'était vraiment simple. Fait que c'est le même cœur. L'oratoire a ordonné à la police de mettre fin à son enquête et a retiré sa plainte pour vol. Peut-être avec l'intervention de ce cher Frank Choufi. Ben voyons donc. Ah ouais, ça les intéressait plus. Peut-être que c'était réglé, merci, bye. Ben peut-être que c'était tout un inside job, sérieusement. Pour faire jaser de l'oratoire. Parce que, c'est ça, mais dans tous les cas, il était pas badré de ça. Il était pas badré de donner une rançon non plus, ni une récompense. Les gens de l'oratoire, là, ils s'en sacraient comme l'an 40. Puis, bon, ils ont retiré leur plainte. L'enquête a été fermée. Et plus de 40 ans plus tard, là, on est là, le vol. En fait, on est comme 50 ans plus tard. 1973, incroyable! Le temps passe! Le vol n'a jamais été élucidé. Dans un article de TVA Nouvelles, on nommait le voleur comme étant un certain Robert Bob F. Mais c'est la seule fois où j'ai vu ce nom-là. Robert Bob! Robert Bob F. Point. Ben voyons donc! Fait que TVA Nouvelles disait que le voleur était Robert Bob F, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. TVA Nouvelles, qu'est-ce que vous nous cachez? Je pense pas que c'est vrai, cette information-là, j'y crois pas pantoute! Révèle tes sources, TVA Nouvelles! Fait que, est-ce que le cœur avait été volé par Robert Bob F? On le sait pas, et c'est ainsi que se termine l'histoire du vol du cœur du frère André. Ben voyons! Merci beaucoup, Emma, on espère que t'as apprécié, et que si tu sais l'identité du voleur et que tu penses que c'est Robert Bob F, tu nous écriras pour nous le dire. Et si vous connaissez Robert Bob F, dites-nous-le, écrivez-nous! Mais c'est même pas Bob, entre guillemets, c'est comme s'il s'appelait Robert, tu sais, c'est pas comme son surnom, c'est Robert Bob F. C'est un maudit beau nom, Robert, me semble. Robert Bob. Give me all de Robert. Bob. Bob. Moi, c'est Catherine Bob. 4, c'est ça. Bob F. Bob F. Fait que lui, il avait volé le cœur du frère André. On dirait une joke dans une gag exprès de chez vous. C'est Robert Bob F. Donc, c'est ça. C'est ainsi que se termine l'histoire du vol du cœur du frère André, qui n'a jamais été élucidé, mais justement, on vous en parle parce que l'enquête est fermée au service de police du Grand Montréal avec Babine depuis 50 ans, fait que... C'est réglé, écœurez pas Babine avec ça. Non, même si vous avez des informations là-dessus, je pense même pas que la police voudrait y recevoir. Je pense que même l'oratoire, ils vont juste dire comme « Non, pas des rétros Satanas. Va monter les escaliers à genoux. » Santana. Puis là, ils partent un CD de Santana. Smooth. J'étais en train de me dire « Ah ouais, c'était bon ça, cet album-là, Supernatural de Santana. » Ok, parfait. Un grand succès. Sûrement que les gens sont vraiment pas d'accord. C'est vraiment past le prime de Carlos Santana. Je pense que les gens sont vraiment pas d'accord avec nous autres là-dessus. Mais c'était donc bon, Supernatural. Mais il me semble que fut un temps qu'à toutes les fois que t'embarquais dans un autobus ou whatever, c'était tout le temps du Santana qui jouait, ou quand t'allais à l'épicerie, c'était tout le temps Smooth de Santana qui jouait. Ben oui, absolument. Je suis absolument d'accord, ça marque une époque. Alors, c'était la fin de mon cas qui comportait beaucoup plus de parenthèses historiques que de crimes, malheureusement. Mais il n'y a pas plus de détails que ça, c'est tout ce que je peux vous raconter là-dessus. Ils ont volé le cœur, ils ont redonné le cœur. Cœur. Tout a bien fini, tout le monde était de bonne humeur, personne n'est mort. Ben, sauf le frère André, ben, de cause naturelle, fait que c'est correct. C'est ça. Et pour finir, je pourrais dire aussi où est-ce que j'avais entendu parler de ça? Ben, bien sûr. Ben, bien sûr. Pour une raison qui m'échappe totalement. Non, c'est pas ça m'échappe totalement. L'intrigue du roman se passe tout à cet endroit-là. Mais dans le dernier livre d'Alain Farah, Mille secrets, mille dangers, il raconte l'histoire du vol du cœur du frère André. Il y a beaucoup des informations qui étaient dans le livre qui ne sont pas vraies et qui ont été twistées pour en faire un cas encore plus... Ah, Alain! Serais-tu par hasard un écrivain et fabulateur? Ah, mais non. C'est vraiment un excellent roman. Et là, pendant que j'étais en train de lire ce roman-là, on a reçu le courriel de Emma pour nous commander de parler du cœur du frère André. Puis j'étais comme, wow! Quel hasard! Mais c'est vrai, tu m'avais parlé avec beaucoup d'éloges de ce roman-là, alors... Si vous cherchez quelque chose à lire... Ça m'a fait brailler. C'était probablement pas juste parce que j'étais enceinte, mais ça m'a fait tellement pleurer. Ce livre, c'était tellement excellent. Mais sachez-le, Alain Farah a twisté la réalité. Ben, comme il l'a fait aussi avec Pourquoi Bologne, puis les expérimentations sur les gens au Allen Institute Memorial.
Ça a l'air de quelqu'un qui aime le true crime pis qui veut pas le dire, parce qu'il y a comme des petits bouts de true crime dans ces histoires. Allez, avoue-le! Oh. Mais non, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Puis là, ça parlait de ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est une vraie histoire, cette affaire-là. Puis là, on a reçu le courriel, puis là, je l'ai googlé, puis mon Dieu, mais c'était une vraie histoire que je viens de vous raconter. Et voilà! Ben, on espère que vous avez aimé cette histoire, et la morale de cette histoire qui est, vous pouvez voler des affaires à l'Oratoire Saint-Joseph, ça a l'air qu'ils s'en foutent un petit peu. Ça a l'air, hein? Mais il paraît ils ont renforcé la sécurité, là. Puis là, c'est en arrière de plus d'affaires que juste comme 2 portes avec des serrures, là. On a mis du scellant comme qu'on met autour du bain, là. Ah oui, c'est ça, exactement. Pour éviter qu'un pied de biche puisse aller sous le bocal et le déloger. Haha! Va-t'en avec ton pied de biche! Got you! Ouais, c'est ça. Va voler d'autres choses à la place. Va voler les béquilles de tous les gens estropiés qui ont grown a limb grâce au frère André. Je pense pas que c'est ça les miracles du frère André. Je pense pas qu'il faisait repousser les jambes, mais... Non, c'était pas des salamandres. Non, c'était pas des salamandres. Mais il a fait beaucoup de miracles, le frère André. Il a sauvé beaucoup de gens qui ont laissé leurs béquilles en tant que témoignage des miracles du frère André à l'Oratoire. Vous pouvez aller tout à regarder ça aujourd'hui, c'est très beau. Oui, c'est une belle sortie en ville, si vous voulez aller découvrir votre ville, ou si vous venez d'ailleurs, sachez-le, vous pouvez pas marcher du Musée des Beaux-Arts pour aller là. Non, mais vous pouvez marcher de l'Université de Montréal, par exemple, jusque-là. Ça se fait. Ça se fait. Ou de l'autoroute des Caries. Si vous êtes en train de prendre une marche sur l'autoroute. C'est ça, vous prenez une marche sur Queen Mary, au coin Queen Mary et l'autoroute des Caries, vous pouvez vous rendre à l'Oratoire Saint-Joseph. Et vous pouvez aussi facilement accéder à la chapelle. Ben oui, la chapelle est là, ça c'est facile à accéder puisqu'elle est à l'extérieur. Mais quand vous entrez dans la basilique, si c'est fermé, vous pouvez facilement juste passer par-dessus les petits cordons, puis monter les marches, puis aller voir de quoi ça a l'air dans la basilique. Oh, Catherine, elle vous encourage à faire du crime. Je parle pas d'expérience. Non, je parle pas d'expérience. Mais c'est ça. Mais habituellement, c'est juste fermé parce qu'il y a un service. Fait que si vous faites ça, faites pas de bruit. Peut-être possiblement comme j'ai fait, mais possiblement non. Soyez comme les voleurs du cœur du frère André. Soyez silencieux. Soyez respectueux. Ouais, ramassez vos déchets, vos emballages de Cliff Bar quand vous repartez. En fait, en général, je veux dire, oui, les églises, c'est des belles attractions touristiques. Je veux dire, c'est de la belle architecture, etc. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous que ça reste un lieu de culte. Alors, on reste silencieux puis on va pas prendre des selfies à côté du prêtre pendant qu'il parle. Effectivement. Je dis quasiment pas ça parce que j'ai pas déjà vu des gens faire ça. Effectivement, c'est ça, puis comme les camps de concentration, là, c'est genre les places où les touristes sont terribles. ça prend un certain décorum. Ah, ça n'en prend un gros décorum. C'est pas pour rien là qu'il faut que tu couvres tes épaules quand tu rentres dans une église en Italie. Puis si ça t'intéresse pas, vas-y pas. Effectivement. Allez ailleurs. Il y a un peu de respect pour le monde qui veulent visiter ça pour de vrai. Mais non, c'est très beau, l'oratoire. Je vous conseille à tout le monde d'aller là-bas. Puis t'as pas besoin d'être méga fervent catholique. Un fervique catalan, comme j'ai dit tantôt. Fervique catalan. Un catalan fervique. Pour aller visiter ça puis trouver ça beau. Là. Je veux dire, c'est quand même un joyau d'architecture. Là. C'est un lieu rempli d'histoire. Un catalan fervique, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est un train en catalan? C'est une marque de sécheuse en Espagne. Ah! Yes! Alors, sur ces belles traductions, merci beaucoup Catherine pour ce cas qui n'a pas vraiment été élucidé, mais je pense que c'était quand même très intéressant quand même avec la capsule historique et on espère que vous aussi à la maison, vous avez aimé. Comment faire plaisir? Et n'oubliez pas, si comme Emma, vous aimeriez nous suggérer un cas que vous aimeriez qu'on couvre, restez ça chez va nous vous! faire plaisir. Non, c'est une joke, restez pas chez vous. Écrivez-nous. En fait, vous pouvez rester chez vous et nous écrire. Ouais, les deux sont très compatibles. Vous pouvez aussi nous écrire on the go, mais s'il vous plaît, pas en plein milieu du trottoir et vous empêcher les gens de marcher en arrière de vous. Oh my god. Oh my god! OK. Dans le fond, depuis tantôt, je fais juste des rants sur les comportements qui me tapent ses nerfs. Ça a touché une corde sensible, là, ça. Non, faites pas ça! Tassez-vous sur le côté. Rentrez dans l'entrée à quelqu'un pour écrire votre message texte. Ou sélectionnez votre prochain podcast sur Spotify que vous écoutez. Mais pour vrai, moi, je fais tout le temps ça. Là, quand j'ai besoin de regarder mon téléphone, quand je marche, je me mets littéralement sur l'accotement du trottoir. Ouais. Soit tu marches, soit tu continues à marcher, prenant le risque de peut-être tomber en votre trottoir, ou tu te tasses. Mais tu te fais pas juste arrêter. Alors, si comme Emma, vous aimeriez nous suggérer un cas, une histoire, un crime, écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez aussi nous écrire en message privé sur Facebook et Instagram. Ça va nous faire plaisir de regarder ça à un moment donné pour vous autres.
On les note toutes pour vrai, hein, au cas où vous en Oui, on doutez, les note là, tous. on a comme 150 quelques cas de notés jusqu'à date. Il y en a beaucoup, c'est des recommandations d'auditeurs et d'auditrices. Ok, on vous remercie pour ça. On en a beaucoup des très obscurs, même, de gens, par exemple, qui viennent de la Gaspésie, etc. Donc, des cas qui se sont passés dans des régions un peu plus éloignées, puis ça va nous faire plaisir d'en entendre parler, parce que, je veux dire, Montréal n'est pas le Québec. Comme peut-être l'île d'Anticosti. Oh! Tu que je vais parler de ça la prochaine fois que je vais parler. Alors, écrivez-nous un peu de crème@gmail.com ou sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux où on fait diverses annonces. Alors, on est sur Facebook @unpeudecrime et on est sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Vous pouvez voir nos visuels, nous suivre, voir nos stories. Et aussi, si jamais vous avez un petit 2 minutes de lousse, si c'est possible, vous rendre sur Apple Podcasts pour nous donner une note et peut-être même laisser un petit commentaire. C'est ce qui nous aide à grimper dans les palmarès et à nous faire découvrir par des nouvelles auditorices. Sur Spotify aussi, maintenant, il y a la possibilité de laisser une note à un podcast. Alors, si c'est possible de nous laisser une note, c'est super gentil, c'est super apprécié. Aussi, sur Facebook, vous pouvez recommander la page. Mais vous n'êtes pas obligés. Moi, ça, je veux juste faire une petite parenthèse. Ça fait longtemps que j'ai pas été devant un micro, j'ai des choses à dire. Moi, ça m'énerve d'un podcast quand les gens disent « Allez sur Apple Podcast puis laissez-nous un review de 5 étoiles. » Non, faites pas ça. Non. Si vous pensez qu'on mérite pas 5 étoiles, comme nous autres, on veut que vous nous laissiez des reviews justement pour qu'on ait plus de visibilité, mais on n'essaie pas d'acheter votre sympathie, là. Comme vous pouvez continuer à nous écouter si vous pensez qu'on est juste 3 étoiles ou 2 étoiles. On va s'améliorer un jour. On va pas arrêter de faire des jokes, on vous le dit, là. OK? Il y a bien du monde qui sont comme « L'humour, c'est tellement déplacé. » Mais on le sait, on est rendu à 51 épisodes. On le sait que notre humour est déplacé. Mon humour est déplacé depuis 30 ans. Non, mais c'est ça, fait que c'est peut-être pas pour vous. Mais c'est correct si c'est pas pour vous. Laissez-nous un review quand même. Voilà. Puis aussi, gênez-vous pas, il y a des gens des fois qui nous écrivent comme « Ah, pendant tel épisode, j'ai entendu une sirène de police en arrière de vous, puis j'ai fait le saut. » Dites-nous-le! Tantôt, vous avez sûrement entendu mon bébé pleurer. Mais ça va être notre nouvelle réalité, chers auditoristes. Le bébé de Catherine est maintenant le 5e animateur d'un peu de crime dans ton café. Le 5e? Toi pis Ben, moi? il y a Mégane, Babine. Roxane. Ah oui, c'est vrai! J'étais comme, c'est qui les autres animateurs? Je les connais pas! Ok, parfait. C'est vrai. Ma soeur est pas venue depuis très longtemps. Ma tante Roxane. Alors, suivez-nous sur les réseaux sociaux, envoyez-nous des courriels. Et sinon, si vous aimez District 31, on est vraiment désolé cette semaine, on a décidé qu'on parlait pas de District 31 parce qu'on a décidé qu'on allait parler du film Norbourg! Oh my god! Là, cet épisode va sortir 15 ans après la sortie du film Norbourg, fait que tout le monde va avoir eu le temps de le voir puis comprendre nos jokes. Puis on n'aura pas peur de vous spoiler la fin. Remarquez que si vous avez écouté notre épisode, la fin est pas mal spoilée. Mais la dernière scène était très belle, par exemple. Moi, j'ai trouvé ça très beau. C'est un film bien filmé. Il tenait bien la caméra, puis tout. Voilà. Si vous vouliez 2 minutes de babine, inquiétez-vous pas, la semaine prochaine, on revient avec eux. Dans 2 semaines, on va revenir avec 2 minutes de babine. Mais ouais. Sinon, on va quand même mettre la même chanson thème que d'habitude, mais ça va être les 2 minutes de Norbourg! 2 minutes de Norbourg! Ok, fait que là, on est allé voir Norbourg, le film. Le film. La saga. Ok. Donc, pour raconter un synopsis pour les gens qui n'ont pas jamais entendu notre épisode. Non, mais c'est ça. Norbourg était une firme de placement mobilier. Non, juste une firme de placement. Pourquoi ils sont pas mobiliers, eux autres? Mais c'est des fonds communs. Fait que tu donnes ton argent, puis la personne se charge d'investir pour toi, pour faire augmenter tes fonds. Ça paraît que j'ai vraiment bien compris ce qui se passait dans le film. Fait que là, il faisait ça. Bon, c'était le PDG de cette belle organisation s'appelait Vincent Lacroix. En 2005, Vincent Lacroix il a été arrêté. Puis là, ça a été révélé au grand jour qu'il avait détourné une affaire comme, je pense, c'est 75 millions de dollars. À peu près, oui. À peu près, oui. Directement de nos poches. Directement des poches des contribuables. Et il y avait des gens là-dedans qui avaient investi à travers la caisse de dépôt et qui, justement, pensaient que leur placement était très sécuritaire, mais non, tout ça avait été volé par Vincent Lacroix, qui faisait uniquement de l'acquisition de plein de
d'autres firmes de placement. Pour mettre et plus ensuite d'argent dans ses ne- poches. Oui, c'est ça, et c'est un Ponzi scheme d'acheter plus de firmes de placement sans jamais faire les placements. Donc Vincent Lacroix est un de nos gros white-collar criminals que nous avons au Québec. On n'en a pas eu tant d'autres qui ont fait des crimes de cette envergure-là. Non. Et là, il y a un film de Maxime Giroux, le réalisateur Maxime Giroux, qui est sorti pour parler de ce cas, cette affaire sordide, l'affaire Norbourg. Donc, c'est sorti le 22 avril. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, honnêtement, Oui. je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que, dans le fond, j'avais appris qu'il allait y avoir un film sur Norbourg quand j'avais fait mes recherches sur Norbourg pour l'épisode. Donc ça, c'était le début de l'année passée. Non, c'est ça fait longtemps que c'était in the works. Ça faisait longtemps que c'était in the works, puis je pense qu'il y a eu un léger changement, parce que je suis à peu près sûre que quand j'avais trouvé l'information, oui, Vincent Guillaume Otis avait été confirmé au casting, mais il me semble que c'était quelqu'un d'autre que François Arnault qui jouait Vincent Lacroix. Oui. Mais ça, je veux dire, c'est pas l'information la plus importante ever, donc sachez-le, Vincent Guillaume Otis interprète Éric Asselin et François Arnault interprète Vincent Lacroix. Et ce que j'ai apprécié, oui, c'est que le film, ils ont quand même eu le même hunch que nous, c'est-à-dire que c'était Éric Asselin, le mastermind, et Vincent Lacroix, c'était juste un beau parleur. Donc c'était la façade, mais le work en tant que tel, c'était vraiment l'esprit tordu de Éric Asselin. Par contre, au niveau du ton du film, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me demandais si on allait avoir droit à un traitement un peu du type Baz Luhrmann ou quelque chose un peu comme Wolf of Wall Street, donc quelque chose de très éclaté. Baz Luhrmann, si bol, ça aurait pas été le fun, ça. Comédie musicale Norbourg. Norbourg de musical. Alors, finalement, je dirais le ton du film, on est plus proche de Wall Street. Donc, un film plus sobre. Et on va vous le dire tout de suite, c'est un slow burner, donc ça commence assez lentement. Et dans le fond, rapidement, on a des beaux montages de Excel, et j'ai jamais vu autant de montages de Excel de toute ma vie. C'est ça, j'allais dire. Si vous aimez regarder des spreadsheets de Excel et des chiffres défiler à l'écran, vous allez bien aimer ça. Ça va être comblé. J'avais hâte de voir si on allait garder, selon moi, ce qui était les plus marquants quand j'avais fait mes recherches. Donc, la fois que la CVMQ était rentrée dans les bureaux de Norbourg, puis que dans le fond, Éric Asselin faisait juste courir de la salle de réunion au bureau de l'informaticien pour produire des faux documents. Et oui, ça a été conservé. Donc, je salue ce choix. Ben oui, puis leur pauvre informaticien travaillait dans un garde-robe. Ouais. Puis, en tout cas, moi, je trouvais que c'était bien injuste pour quelqu'un qui fait une job aussi importante de falsifier autant de documents. C'est pas le film le plus exhilarating que vous allez voir. Je pense que ça reste quand même un film très intéressant. Puis, je vais vous avouer, par contre, si j'avais pas fait les recherches Norbourg avant d'y aller, j'aurais eu un petit peu de la misère à comprendre. Mais en même temps, je comprends les thrillers financiers. On est sur l'espèce de ligne de si on prend trop de temps pour expliquer comment ça fonctionne les finances, ça devient un petit peu dull. Puis si on n'en prend pas assez non plus, c'est difficile de comprendre. Mais je pense qu'il y a quand même un bon compromis qui a été fait, mais peut-être, puis là, c'est pas pour nous pitcher des fleurs. Vous voulez peut-être écouter notre épisode avant d'y aller. Peut-être. Ça va vous aider à cerner certaines pratiques. Et, ben, je pense que vraiment, le film, c'est pour l'interprétation de Vincent Guillaume Otis, de Éric Asselin, qui a vraiment réussi à donner vie à cette espèce de personnage difficile à saisir qu'est Éric Asselin. On sait pas trop c'était quoi ses motivations là-dedans, puis pour moi, tu sais, l'espèce de fonctionnaire beige, méprisant, qui est juste jaloux des autres. Ouais. Plus j'y ai pensé, puis plus que j'ai réussi à comme trouver comment je voulais qualifier son interprétation, puis ce qui m'est venu en tête, c'est l'essai de Hannah Arendt sur la banalité du mal. Oui, d'accord. Dans le fond, Hannah Arendt, elle avait fait, pendant le procès de Nuremberg, un essai sur la banalité du mal, sur le fait que quand on a prosécuté les criminels de guerre après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde s'attendait à voir des espèces de monstres passer sur le stand, puis finalement, c'était tous des fonctionnaires extrêmement beiges que tu t'imaginerais croiser dans une banque. Mais ces gens-là avaient envoyé des milliers de personnes à la mort juste en signant des documents. Puis vraiment, je trouve que l'interprétation de Vincent Guillaume Otis d'Éric Asselin, c'est exactement ça. C'est la banalité du mal. C'est pas une espèce de monstre ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une personne extrêmement médiocre
qui Oui. n'est pas capable de faire la paix avec le fait qu'elle est une personne qui ne se distingue pas des autres. Oui. Il a la job pour laquelle il a étudié, mais il est pas satisfait, il en veut plus, il est clairement jaloux de Vincent Lacroix. Mhm. Puis vraiment, à la fin, quand il essaye de sortir du piège qu'il s'est lui-même tendu, son espèce de tentative de négocier avec la GRC où est-ce qu'il essaye de se victimiser, mais il n'y a même pas de regret, il veut juste s'en sortir. C'était vraiment le mépris que j'ai eu pour cette personne-là. Vincent Guillaume-Otis a vraiment réussi à y donner vie puis à apporter ça dans son interprétation. Puis j'ai trouvé que le film, vraiment, c'est beaucoup l'interprétation de Vincent Guillaume-Otis qui vaut le détour. Bravo! On t'aime, même si tu réponds pas à nos courriels. Et toi, Catherine? Ok, moi j'ai vraiment aimé ça parce que justement j'aime beaucoup les slow burners puis j'aime beaucoup les histoires de crime économique. Fait que moi j'ai pas trouvé que c'était trop lent, j'ai pas trouvé que c'était trop opaque. J'ai été surprise justement par le ton de l'histoire parce que justement dans ma compréhension de toute l'affaire Norbourg, pour moi ce qui ressortait du lot, ce qui faisait que ça se distinguait de mettons les vols de Earl Jones, c'est justement le fait que Vincent Lacroix avait l'air de quelqu'un qui se prend pas pour un 7-Up. Puis, il y avait des dépenses vraiment extravagantes. T'sais, il voulait acheter le café où est-ce qu'il mangeait tout le temps. Puis, il voulait acheter chez Paris. Puis, il voulait acheter le Canadien de Montréal. Puis, il avait l'air de se trouver donc beau, puis de se trouver donc fin. Puis, il s'était donné lui-même un surnom. Il s'était lui-même surnommé le Chief. C'est ça. Il y a un côté de dépenses vraiment extravagante. Puis, une représentation de Vincent Lacroix que tu m'avais faite qui était où il avait l'air très mégalomane. Oui. Bon. Puis, ça, narcissique. Narcissique. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas nécessairement vu dans le film, puis je pense que ça aurait peut-être ajouté quelque chose de supplémentaire que de montrer que, tu sais, ils l'ont montré un peu, tu sais, qu'ils payaient à leurs conseillers financiers des voyages dans le sud pour justement les amadouer, puis que ceux-là, ils n'avaient pas vraiment envie de, comme, enquêter un petit peu plus loin dans, comme, les rendements des portefeuilles de leurs clients et tout. Fait qu'il y a tout ce côté-là où, justement, Vincent Lacroix était un beau parleur, puis qui avait un espèce de pouvoir de séduction pour justement tous ces gens-là qui sont des gens, comme tu l'as dit, médiocres. Pas dans le sens de poche, parce que c'est pas ça que ça veut dire médiocre, mais dans le sens de... Non. C'est dans la moyenne. C'est des travailleurs col blanc dans la moyenne qui ont juste une petite vie normale et rangée, puis Vincent Lacroix leur flashait une existence justement extravagante où tu bois du champagne tous les soirs, puis t'enfonces des billets de sang dans les craques de boules des danseurs chez Paris. T'sais? Exactement. Fait qu'il y avait tout ce côté extravagant-là que je trouvais que le film avait un petit peu éclipsé au profit de, justement, Éric Asselin qui bad-tripait sa vie pendant tout le film au complet. D'abord parce qu'il détestait son existence, puis après ça parce qu'il réalisait que, mon Dieu, tu sais, la chaleur était en train de monter vraiment vite, puis il savait pas comment sortir de la situation, là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Félicitations à... Pas félicitations, mais tu sais, la musique était faite par Philippe Brault. La musique était vraiment bonne. La musique est vraiment... Elle nous aide vraiment à rentrer dans le film. Oui. Puis à nous garder dans le film. Oui, c'était vraiment excellent. François Arnault a fait une super bonne job aussi. C'était vraiment un bon Vincent Lacroix qui, justement, avait tout ce charisme-là. Encore plus de charisme que Vincent Lacroix parce que c'est François Arnault. Mais j'ai quand même aimé... Tu sais, on a... T'as dit que le film il avait éclipsé un peu ce côté-là extravagant de Vincent Lacroix, mais il y a quand même le côté très condescendant et méprisant de Vincent Lacroix, de comme quand Éric Asselin essaye d'y faire comprendre que l'eau est chaude, son côté est très au-dessus de ses affaires, puis il refuse de voir la réalité en pleine face. Oui. Effectivement, mais tu sais, il y avait juste comme une scène et demie de danseuse chez Paris, puis je m'attendais à ce que ce soit ça, mur à mur, là. C'était pour ça, en fait, que je m'attendais à un traitement un peu à la Baz Luhrmann. Pas pour que ce soit un musical, mais plus pour que ce soit comme extravagant avec justement des danseuses, puis beaucoup de richesse. Oui, beaucoup d'opulence. Oui, c'est le mot que je cherchais. Effectivement. Mais non, au contraire, c'était très, très, très sérieux, puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier ça, justement, puis que l'histoire va être d'autant plus compelling parce que ça a été traité avec tout le sérieux que nous ne possédons point. Pour le dire de même. Si vous voulez l'histoire de Norbourg avec une twist un peu plus humoristique, on a servi la marchandise. On est là pour vous! Donc oui, c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. 5 sur 5. Mais en même temps, le ton plus sobre aussi, c'est que ça permet de montrer le respect qu'on doit aux victimes de cette affaire-là. Puis
J'ai aimé, en fait, au début du film, j'ai comme compris qu'ils ont pris le même fil narratif que nous du monsieur que son fils et sa femme sont décédés, puis là, il y a eu... il devait s'occuper de l'héritage des 2 jeunes orphelines. Ils ont pris le même fil narratif que nous. Ma mère est allée le voir, le film, puis après ça, elle m'a dit comme « Hey, ça commence pareil comme votre podcast, comment vous saviez ça? » Puis j'étais comme « Parce que Audrey a fait des recherches, est-ce qu'on fait des recherches? Est-ce qu'on fait pas juste raconter n'importe quoi? » Mais c'est parce que c'est le livre que le journaliste a écrit, dont le nom m'échappe présentement. C'est ça, fait que je pense qu'on avait pour notre podcast la même source que Simon Lavoie, le scénariste du film. Que, moi, je dirais que mon coup de cœur du film, il y a une scène vraiment incroyable où est-ce que Vincent Lacroix et Éric Asselin jouent au golf. Dans le parc Maisonneuve. Vraisemblablement dans le parc Maisonneuve, et sont habillés comme les personnes les plus 2003 que j'ai vues de ma vie. Ils portent des shorts cargo avec des polos. Mon père a les mêmes polos qu'eux autres. J'ai trouvé ça tellement incroyable. Je comme, il aurait dû être habillé de même tout le long. On l'aurait vraiment situé dans l'époque, là. Ouais. Des casquettes, pis tu sais, les lunettes aérodynamiques, là. Il avait besoin des lunettes très aérodynamiques pour ne pas être capable de poter à genre 3 pouces du trou, là, Éric Asselin. Il avait l'air un petit peu de misère avec son potter. J'ai aussi aimé que c'était un terrain de golf où est-ce qu'il y avait aucun autre golfeur. C'était très COVID-friendly comme partie de golf. C'est ça, il y avait aucun autre golfeur, puis il y avait comme les buildings d'habitation en forme de pyramide à côté du stade olympique. Là. C'était vraiment incroyable. C'était comme... Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, par contre, du film, c'est qu'il est beaucoup filmé en contre-plongée. Moi, je trouvais que c'était vraiment bizarre comme choix, mais J'ai trouvé ça super intéressant avec les grands buildings derrière eux, puisque ça montre le désir d'ascension des personnages. Ah, c'est bon. Moi, je pensais que ça montrait le double menton à Éric Asselin. mais... Aussi. Mais non, effectivement, c'est sans doute cela que ça symbolisait. C'est pour ça que je suis pas réalisatrice de film. Fait que, oui, c'est ça, c'était vraiment excellent. Bravo, shout-out à la scène de golf. Ça m'a fait rire. Ma scène préférée, c'est quand le gentil comptable... qui a été engagé par Éric Asselin quand Éric Asselin veut former sa propre firme, quand il essaye de demander les papiers aux autres membres de Norbourg. Oui. Alexandre Goyette. Quand il essaye de demander les papiers. Oui, beef Alexandre Goyette. Puis là, t'as le monsieur qui se pense vraiment important, puis il est comme, va falloir que tu me passes sur le corps pour avoir des papiers. Ouais, je te donne pas accès au compte de banque de telle affaire. Puis ça, fuck you, assieds-toi dessus, puis tourne. Puis là, Éric Asselin finit par dire, laisse-le voir les papiers. Puis là, quand le gentil comptable voit les documents falsifiés puis qui se met à paniquer, Éric Asselin le regarde avec quasiment de l'émotion dans les yeux, puis il dit comme « Ouais, moi aussi, je viens de m'en rendre compte. » Et il pense qu'on le croit. Ah oui, je sais. Oh my... Ah, puis quand il essaye de négocier avec la GRC, puis que la GRC font juste te regarder avec une face de comme « Mais non. » Sérieusement, on en a parlé en long et en large dans l'épisode, justement, mais tu sais, par la suite, j'ai écrit à mes parents. Mes parents sont allés voir le film le jour où est-ce que ça sortait. Puis moi, j'ai accouché la veille de quand le film sortait, fait que je pouvais pas... C'était comme pas le bon temps. Fait que là, mes parents étaient comme « Il va falloir que t'ailles voir Norbourg, là! » Puis j'étais comme « Ouais, je sais, mais j'ai un bébé dans les bras. » Fait que là, j'ai finalement pu cette semaine, mais ça faisait un bout que mes parents y étaient allés. Puis là, en sortant, justement, j'ai écrit à mon père, puis j'ai dit « Mon Dieu, mais est-ce que c'est moi ou Éric Asselin, c'est un moyen tapon? » Puis là, mon père, il m'a appelé, puis il était comme « Pourquoi tu dis qu'Éric Asselin, c'est un tapon? » Puis j'ai dit « Parce qu'il essaie tellement, justement, Il essaie tellement de faire pitié. Il essaie tellement de faire pitié, mais juste quand c'est rendu ça va mal pour lui. Grave. Oui, exactement. Parce que depuis le début, il pétait plus haut que le trou, puis il était comme ben moi, mon salaire ici, ça me convient pas, j'aimerais ça avoir plus d'argent. Moi, je voudrais avoir un bonus de comme tel nombre de millions de dollars, puis moi, je pense que mon travail, c'est... Je suis plus intelligent que tous les autres gens de l'autorité des marchés financiers, puis je vais être capable de vous sortir de la merde. Pour vrai, il pétait plus haut que le trou depuis le début. Mais là, à partir du moment où est-ce que ça va mal, là... Oh là, il fait pitié. Oh, là, c'est comme j'étais pas au courant, là. Finalement, je suis peut-être pas si brillant que ça. Puis c'est moi le Chief Financial Officer, mais j'avais jamais regardé les papiers avant. J'étais pas au courant, je le sais pas. Puis là, c'est ça, avec le comptable, tu sais, il est comme... On est en collaboration avec la GRC. Puis là, il essaie de passer pour quelqu'un de tellement courageux. Hein? C'est un lanceur d'alerte. Puis c'est donc dur d'être un whistleblower. Hein? Puis lui, il est donc brave. Hein? Il a remarqué ça. Puis tout de suite, il est allé voir la police. Non! Non! Il est pas tout de suite allé voir la police! Non, justement, c'était tellement frustrant parce que Vincent Guillaume-Otis interprète vraiment bien, avec beaucoup de nuances. Et on embarque dans ce Puis à la fin, tout de suite, sa première réaction quand on voit le téléjournal avec notre cher Pierre Bruno National qui annonce le scandale financier. Puis tout de suite, le scandale de Norbourg. Tout de suite, la première réaction d'Éric Asselin, c'est « Moi aussi, je suis une victime là-dedans. » Oh, que j'ai eu envie de gifler à travers l'écran, là. Sa réaction, c'est
va falloir que je dise aux gens que je suis une victime là-dedans. C'est hallucinant. Oh oui, pour vrai, c'est vraiment... C'est très bon, très frustrant comme cas, parce que justement, on le sait, nous autres, on a fait l'épisode là-dessus, mais tu sais, Vincent Lacroix, il a fait un peu de prison, Éric Asselin, il a pas fait de prison, il a pas eu de répercussions, il s'en est probablement tiré avec plein d'argent qu'il avait justement caché dans sa cour à côté de son jacuzzi, Puis en dessous de sa viande à fondue. C'est très difficile pour la police de condamner des gens, puis tu sais, de faire arrêter des gens, puis accuser des gens pour des crimes financiers, on le sait. Mais sérieusement, il y a comme un double standard, là, où est-ce que tu pourrais te faire pogner avec de la drogue puis faire plus de prison que si t'as détourné 75 millions de dollars aux contribuables. Aussi, si vous voulez continuer de pogner les nerfs avec à quel point les gens peuvent s'évader avec des millions, ben, vous pouvez regarder l'épisode d'enquête « Les millions perdus » et avoir envie de puncher Lino Matteo d'en face. Lui aussi mettait beaucoup de gel, hein? Je pense que c'est une corrélation. Si votre conseiller financier met beaucoup de gel, reprenez votre argent puis partez en courant. C'est ça, dans le diagramme de Venn, il y a comme mettre beaucoup de gel, voler les contribuables, puis ça se recroise un petit peu, puis au milieu, il y a Vincent Lacroix puis Lino Matteo. Oui. Puis aussi, shout-out pour Christine Beaulieu, de sa scène avec Vincent Guillaume-Métis, où est-ce qu'on sent à quel point qu'elle se retient pour pas sauter par-dessus la table puis lui mordre le visage. C'était excellent. Il y avait tellement de tension dans cette scène-là, j'étais mal à l'aise. Lui casser ses maudites lunettes. Eric, on va pas faire ça, là. Puis lui, il fait juste comme s'il l'entendait pas. Il répond même pas. Ah non, je sais. Ah, je suis pas de bonne humeur. Oh. C'est incroyable. Fait que si le film est encore à l'affiche, on vous conseille d'aller le voir avec un bon popcorn puis une bonne liqueur. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Ça vaut le détour, ça encourage le cinéma d'ici aussi. Alors, c'est ce qui conclut notre critique de Norbourg, le film, la saga. 5 étoiles. 5 étoiles. Alors, si vous avez un peu de temps, un après-midi, vous savez pas trop quoi faire, allez voir Norbourg. Merci tout le monde d'avoir été parmi nous et on vous dit à dans 2 semaines pour une autre histoire de crime et de café. Alors, 10-4 partner. 10-4 mon chum.